124 morts, près de 2000 blessés, le centre du Chili dévasté par un tremblement de terre. 359 jours de grève pour rien. Les mineurs britanniques reprennent le travail demain sans avoir rien obtenu. Un long procès en perspective, celui des 4 frères Villot, jugés pour le dépôt de bilan frauduleux de Boussac. La fraude la plus coûteuse n'est pas celle que l'on croit. C'est ce que révèle un rapport sur les coûts du crime en France, invité de Soir 3 Thierry Godefroy, un des auteurs du rapport. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce moment même, en Grande-Bretagne, dans les familles des mineurs, on se prépare à voir les hommes repartir au travail demain matin après 359 jours de grève, la grève la plus longue et la plus inutile de l'histoire britannique. Entraînés par Arthur Scargill, les mineurs n'ont rien, strictement rien obtenu. Reste à savoir maintenant comment l'appel à la reprise du travail va être suivi. Claude Guénaud. C'est la semaine dernière que la grève a connu son véritable tournant, quand le mouvement est devenu minoritaire avec plus de 50% des mineurs de retour au travail. Pour endiguer ce courant de désertion, le syndicat d'Arthur Scargill a finalement décidé, dimanche, à une faible majorité, d'arrêter les frais, malgré la présence de 90 000 hommes encore dans la lutte. Pour beaucoup, après 12 mois de dure privation, ce fut un soulagement mêlé d'une profonde amertume, avec le sentiment de s'être battu en vain. Mais dans certaines régions, comme le Kent et l'Écosse, on ne s'avoue pas vaincu. Aujourd'hui, on a voté la poursuite de la grève. J'ai beaucoup de dettes, des emprunts, mais je m'en fiche. Je ne suis pas prêt à me rendre. Nos membres continueront avec détermination jusqu'à ce que les mineurs licenciés soient réintégrés. La défaite des mineurs, c'est d'abord celle de leur leader, Arthur Scargill, qui a voulu mener le combat jusqu'au bout, sans concession et dans un total isolement. Lâché par les autres syndicats, il était devenu très impopulaire. L'opinion ne lui a pas pardonné ses contacts avec la Libye. Pour les mineurs, Scargill était certes un héros, mais ce n'était pas suffisant. Ce qui a été le détonateur de la grève il y a un an, c'est l'annonce de la fermeture d'une vingtaine de puits jugés non rentables et la suppression de 20 000 emplois. Mais la longue lutte des mineurs n'a pas entamé la détermination des charbonnages et du gouvernement, fermement décidé à rendre le charbon britannique compétitif. La tonne extraite revient à 48 livres contre 25 livres pour le charbon importé d'Afrique du Sud. Dès le début, Margaret Thatcher était décidée à mettre de l'ordre dans le charbon britannique, coûte que coûte. C'était aussi pour elle l'occasion de mettre au pas le plus important syndicat du pays. Je me sens très soulagé. Je veux une industrie du charbon prospère. Les privations subies par les familles des mineurs ont été très dures, mais tout aurait été plus simple s'ils avaient repris le travail plus tôt. Je suis heureuse que tout soit terminé. Bilan de la grève entièrement négatif pour les mineurs qui n'ont rien gagné. Pour l'économie britannique, elle se solde par une perte de 4 milliards de livres, 44 milliards de francs. Il a fallu importer du pétrole pour compenser le manque de charbon et maintenir sur le pied de guerre des forces de police sans précédent. Pour le syndicalisme britannique, c'est aussi un sérieux revers, le fort taux de chômage ayant eu raison de la solidarité dans le monde du travail. Margaret Thatcher a donc remporté une grande victoire refusant toute concession. Mais il n'est pas sûr qu'elle retrouve son niveau de popularité comme après la guerre des Malouines, car cette grève a durement marqué l'Angleterre et les plaies seront longues à panser. 124 morts, près de 2000 blessés. C'est ce soir le bilan du tremblement de terre qui secoue le centre du Chili depuis hier. La capitale, Santiago, et Valparaiso ont été particulièrement touchées. Depuis le début du siècle, au Chili, 62 000 personnes ont été tuées par des tremblements de terre. Émilie Rafoul. 7 degrés sur une échelle de Richter qui en compte 9, des centaines de secousses ressenties sur 1600 km de rayon et la capitale du pays, Santiago, la plus durement touchée dans sa population et ses bâtiments. Toute la journée encore, on a enregistré de nouvelles secousses moins importantes à travers le pays. Un pays dévasté, routes, ponts et aéroports détruits. Voilà où en est le Chili après son 5e tremblement de terre grave depuis le début du siècle, et à chaque fois, rien qui puisse laisser prévoir. Ne reste plus que les explications après coup. Je pense qu'il est dû à un mouvement brutal d'avancée du fond de l'océan Pacifique qui passe vraiment sous
l'Amérique du Sud, et qui a d'ailleurs provoqué le soulèvement de la Cordillère des Andes en passant en dessous comme cela. Et chaque fois que cette plaque tectonique, comme on les appelle, du Pacifique sud-est avance sous l'Amérique, cela fait un tremblement de terre. À Santiago, comme ailleurs, c'est maintenant l'heure des comptes. Rien qu'ici, 53 morts, près de 900 blessés. Les liaisons téléphoniques sont toujours perturbées, mais le Pérou a réussi à capter des appels réclamant du sang et des tentes pour abriter les victimes. 5000 sans-abri avec la perspective d'un couvre-feu total de minuit à 5 heures du matin. 12 morts, 25 blessés dans un attentat contre une mosquée chiite au sud Liban. Parmi les victimes, un chef de la résistance chiite. Israël a immédiatement démenti être pour quoi que ce soit dans cet attentat, comme l'ont dit plusieurs radios libanaises. Frédéric Astou. Il était 10 heures ce matin lorsque l'explosion s'est produite. À ce moment-là, une distribution de vivres se déroulait au rez-de-chaussée du bâtiment. Tandis qu'au premier étage, les responsables du mouvement chiite Amal recevaient des visiteurs dans leurs bureaux. Sous la violence de la déflagration, le plafond s'est effondré sur la salle de réunion. De l'amas de décombres, les sauveteurs devaient dégager 12 morts et 24 blessés qui ont tous été évacués par hélicoptère vers l'hôpital de la Finoul, la force d'interposition des Nations Unies, située près de la frontière israélienne. Selon les casques bleus français, la bombe aurait été placée sur la terrasse de la Husseinier. 45 minutes après l'explosion, des habitants du village affirment avoir vu un homme étranger à la localité et tenant un émetteur-récepteur portatif à la main prendre la fuite à travers champs. Parmi les victimes se trouvait Mohamed Saad, l'un des principaux chefs de la résistance au sud-Liban, mort durant son transfert à l'hôpital. Cet après-midi, l'armée israélienne a nié être impliquée dans l'explosion de la Husseinier de Marrakech, contrairement aux affirmations de certaines radios libanaises. Il est vrai que samedi dernier, les Israéliens avaient organisé une vaste opération de ratissage dans ce village, considéré comme le symbole de la résistance au sud-Liban, sans pour autant parvenir à s'emparer des chefs de cette résistance. En Éthiopie, la guerre s'ajoute à la famine. Dans 2 régions, des opposants au régime du président Mengistu se battent contre l'armée qui n'arrive pas à en venir à bout. Hier, ces opposants ont enlevé pendant quelques heures l'équipage d'un avion français Transal transportant des vivres. Par ce geste spectaculaire, ils voulaient protester contre le fait que le gouvernement éthiopien n'envoie aucune aide alimentaire dans leur région. On a cru aussi qu'ils avaient enlevé 4 membres de Médecins sans frontières, mais ceux-ci se reposaient avec des amis et ils ont appris leur enlèvement par la radio. Richard Tripot. 2 médecins et 2 infirmières, 2 Français et 2 Belges. Ce sont eux que l'on a cru enlever ce matin. Ils font partie des 25 Médecins sans frontières qui travaillent en Éthiopie et qui restent entre 6 mois et 1 an au milieu des populations affamées et malades. Ceux qui travaillent dans le nord du pays, dans les régions de l'Érythrée, du Wollo et du Tigré, sont en plus confrontés au mouvement de guérilla opposé au régime du colonel Mengistu. C'est pourquoi l'hypothèse d'un enlèvement a pu être prise au sérieux aujourd'hui. À cela s'ajoute une quasi-absence d'aide alimentaire dans ces régions. Le gouvernement d'Addis Abeba reconnaît que plus des 3/4 des habitants du Tigré ne reçoivent pas de secours. Les médecins sur place, eux, constatent les faits. Lorsque une population se trouve dans des territoires contrôlés par la guérilla, comme c'est le cas au Tigré et en Érythrée, elle est coupée d'absolument toute assistance. Ou plus exactement, elle bénéficie d'une assistance très réduite qui est apportée par de petites organisations comme Médecins sans frontières et comme d'autres également, qui n'ont bien entendu pas les moyens d'apporter une assistance énorme comme celle qui arrive actuellement en Éthiopie. Et je crois que c'est un problème très très grave. Je crois que les gouvernements devraient réfléchir aux limites de l'action humanitaire qu'ils déploient dans ces pays, dans la mesure où, si c'est une action humanitaire, je crois qu'elle devrait bénéficier à tout le monde, et notamment aux populations qui n'ont pas choisi de se trouver dans telle ou telle zone, qui se trouvent dans une région contrôlée par la guérilla, et qui donc, malgré ce problème politique aigu, j'en conviens pour un gouvernement, devraient pouvoir recevoir cette aide internationale. Les mouvements de libération du nord de l'Éthiopie accusent Addis Abeba d'affamer ces populations afin de les obliger à quitter ces régions. Faux, répond le colonel Mengistu, si nous voulons qu'ils partent, c'est pour qu'ils fuient la famine. En attendant, la politique a pris en otage 500 000 Éthiopiens qui risquent de mourir de faim cette année. Une semaine après la mort de 22 dealers au Puy-Simon, à Forbach, les mineurs des houillères du bassin de Lorraine ont fait grève aujourd'hui à l'appel de 3 syndicats pour une meilleure sécurité dans les mines. Grève suivie à 77%. Gérard Pinson. Sur 5500, 1200 mineurs lorrains seulement se sont présentés ce matin et cet après-midi.
Dès le lendemain de la catastrophe, CGT, CFTC et CFDT avaient choisi la grève de 24 heures pour exiger de la direction des houillères une meilleure prise en compte de la sécurité. Force ouvrière de son côté aurait préféré que cette journée de lundi soit l'occasion d'inspecter tous les chantiers d'extraction. Mais même parmi les grévistes les plus résolus, une revendication majeure, qu'un tel drame ne desserve pas la cause du charbon français. Vous pensez que le puits pourra rouvrir quand? Nous, on espère au plus vite, parce que c'est quand même notre pantin. Parce que les mineurs, il faut qu'ils recommencent à travailler, parce que les terrains, ils continuent à travailler, et c'est grave. Le puits Simon rouvrira demain, à l'exception du quartier où s'est produit l'explosion. Là-bas, 2 experts, l'un allemand, l'autre français, vont entamer leurs investigations. Désignés par mademoiselle Quentin, le juge d'instruction de Sarreguemines, ils doivent lui remettre leur rapport dans un délai de 4 mois. Dégel entre patronat et syndicats. Le président du CNPF, Yvon Gattaz, recevra séparément les 4 grandes syndicales qui l'ont demandé dans les semaines qui viennent. Nous sommes 4 frères qui nous entendons bien et quoi qu'on en dise, nous sommes une force. Ainsi, Antoine Villot s'est-il présenté avec ses 3 frères devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Ils comparaissent pour banqueroute, abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact après le dépôt de bilan du groupe Boussac-Villot en 1981. 4 personnages balsaciens dont le procès doit durer 3 semaines. Chantal Bretz. Et ça commence par une belle bousculade à l'arrivée des Dalton du textile, Régis, Bernard, Antoine et Jean-Pierre. Jean-Pierre que voici, Jean-Pierre Villot, le financier du groupe. Le premier des 4, dit-on, tout à la fois le fonceur et la tête pensante. Symbole d'un capitalisme sauvage, experts en trafic divers, les frères Villot excellent à racheter des entreprises en faillite et à les liquider pour investir ailleurs. Cela sans se préoccuper des dégâts sociaux ainsi occasionnés. Face à leur juge aujourd'hui, les 4 renards de l'industrie ont présenté un front plus uni que jamais. Jean-Pierre et Antoine apparaissant clairement comme les moteurs de ce quatuor, Bernard et Régis en retrait, mais solidaires. Le procès intervient après 3 ans et demi d'une instruction entamée à la mi-81, à la suite du dépôt de bilan du groupe Boussac-Villot, le plus gros dépôt de bilan de l'histoire industrielle française. Les frères Villot sont dans les affaires depuis 1955, quand ils ont repris l'entreprise familiale de pansement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis, ils ont plutôt achevé que guéri les entreprises qu'ils reprenaient. Mais tout cela ne les a pas empêchés de se constituer un empire. Marie-Claire Thiers. Les nombreuses sociétés qui constituent la nébuleuse Boussac sont issues de 2 horizons. D'une part, le groupe des 4 frères Villot, à la tête de la société Agache-Villot, principalement dans le domaine de la distribution, le bon marché, la belle jardinière, Christian Dior, Conforama. D'autre part, l'héritage de l'empire Boussac, chapeauté par la compagnie Boussac-Saint-Frère, dans le textile et l'hygiène. Le tout, 40 000 salariés. La tactique des frères Villot pour créer leur empire, racheter des entreprises en difficulté mais possédant un potentiel industriel valable et surtout, presque toujours, un important patrimoine immobilier. Et c'est sur la base de cet actif immobilier important que les banques n'hésitent pas à leur consentir des avances. Leur holding porte d'ailleurs un nom significatif, la société foncière et financière Agache-Villot. Pourtant, quelques jours après l'arrivée de la gauche au pouvoir, en juin 81, le tribunal de commerce de Lille prononce la mise en règlement judiciaire de la société Boussac-Saint-Frère. En septembre, c'est le tour de la holding Agache-Villot. Ces effondrements seraient dus à certaines acrobaties financières. Les Villot se sont servis dans les caisses de leurs filiales, la Belle Jardinière et Dior, pour racheter la société américaine Corvette, qui a fait faillite en 1980. Mais on parle aussi de transfert de capitaux au profit de sociétés panaméennes par le rachat des galeries Anspach de Bruxelles. Si les Villot ont liquidé leurs activités textiles, non rentables, il reste toutefois quelques filiales prestigieuses qui, elles, sont épargnées du dépôt de bilan comme Dior ou Conforama. En fait, l'enchevêtrement des chiffres et des sociétés Villot, ajouté au maquis des sociétés Boussac, a permis toutes les manipulations. Quand on vous dit délinquant, vous pensez voleur de pommes ou braqueur de banque. Un rapport sur les coûts du crime en France du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales va vous montrer à quel point vous étiez dans l'erreur. La fraude en col blanc et ce qu'on appelle la criminalité par imprudence coûte des centaines de fois plus cher à la collectivité que les hold-up. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Anne Rongère.
Numéro 1, au hit parade de la délinquance en col blanc, la fraude fiscale, plus de 86 milliards de francs, soit la moitié de l'impôt sur le revenu, soit encore 400 fois plus que le montant réuni des hold-up et des agressions à main armée. Échappent également au fisc les revenus tirés du proxénétisme, 11 milliards de francs par an. Les gains truqués dans les courses et les cercles de jeu, 7 milliards. Juste après, les escroqueries et abus de confiance, 5,2 milliards. À côté, la fausse monnaie fait piètre figure, 44 millions. Thierry Godefroy, bonsoir. Vous êtes un des auteurs de ce rapport, un rapport absolument effarant. Mais alors dites-moi, puisque tous ces gens fraudent, comment est-ce que vous avez trouvé tous ces chiffres ? Si vous voulez, dans ce type de rapport qui essaye de balayer un peu l'ensemble des infractions, des délinquances et des criminalités, nous ne sommes pas nous-mêmes producteurs de chiffres parce qu'il faudrait aller voir derrière, faire une étude spéciale sur la fraude fiscale, faire une étude spéciale en ce qui concerne ce qui touche par exemple les douanes ou alors d'autres choses que l'on a vues, le proxénétisme ou d'autres choses comme ça. Donc nous essayons à partir de travaux qui existent d'essayer de ramasser un peu tout ça et d'ordonner pour avoir un ordre de grandeur et surtout avoir un éclairage qui soit différent de celui qu'on a habituellement, soit à travers les statistiques, soit à travers les enquêtes de gravité perçue. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais c'est simplement un éclairage complémentaire à côté d'autres éclairages sur le phénomène criminel. Il y a un chiffre qui est très très intéressant et très étonnant, c'est celui de la fraude fiscale. On a l'impression que la fraude fiscale, notamment, est un sport national en France. Alors, est-ce qu'il y a des moyens, selon vous, de lutter contre ce sport, si j'ose dire ? Si on prend le cas de la fraude fiscale, vous allez comprendre un peu comment on travaille. Nous nous sommes servis de travaux qui ont été faits, entre autres, par le Conseil des impôts, qui mène un travail de longue haleine et depuis de nombreuses années, et qui chaque année produit un rapport sur un aspect particulier de l'impôt. À partir de ce travail-là, on a pu faire une estimation de la fraude fiscale. Entre autres, nous avons tenu compte aussi de déclarations qui ont été faites soit par des responsables du budget, soit par... Vous pensez là, M. Laurent Fabius, notamment. Voilà, qui avait fait une déclaration en 82 lorsqu'il était ministre du budget. Donc, compte tenu un peu de toutes ces appréciations-là et de toutes ces estimations, nous avons pu, comme ça, avoir une estimation de la fraude fiscale. Alors, chez les fraudeurs du fisc, est-ce qu'il y a deux catégories, comme chez les délinquants dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des voleurs de pommes et puis est-ce qu'il y a des grands braqueurs? Si vous voulez, d'une certaine façon, l'impôt lui-même offre des opportunités qui ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. Il se trouve que lorsque vous êtes salarié, lorsque vous êtes déclaré par un tiers, l'opportunité de fraude est tout à fait réduite. Par contre, d'autres types d'impôts offrent des opportunités. Alors lesquels, M. Godefroy? Si vous prenez les bénéfices industriels et commerciaux, ou si vous prenez la TVA ou d'autres formes d'impôts comme ça, il est certain qu'il y a là des opportunités de fraude, puisque les formes de contrôle qui peuvent être faites ne sont pas les mêmes. Alors vous êtes en train de dire que les entreprises françaises fraudent beaucoup? Je ne sais pas si les entreprises françaises fraudent beaucoup, parce qu'il faudrait pouvoir le comparer à d'autres entreprises d'autres pays. Si on prend l'exemple d'un impôt d'un type d'impôt, par exemple la TVA, on a souvent pensé que c'était un impôt qui était extrêmement fraudé. Or, en fait, les travaux du Conseil des impôts ont montré que c'était un impôt assez peu fraudé, de l'ordre peut-être de 6%, de quelques pourcents, comme ça. Or, mais le montant est énorme. Et lorsqu'on fait simplement varier quelques pourcents sur un montant énorme, on se retrouve à l'autre bout avec des milliards de francs et des dizaines de milliards de francs. Voilà, dernière question, est-ce que l'informatique va aider à gérer tout ça? Certainement que l'informatique, en permettant de mieux mettre en rapport des déclarants, des situations et des formes de contrôle, va certainement permettre à la Direction générale des impôts de contrôler un peu mieux tout ça. C'est certain. Est-ce que le contrôle sera total? Ça, c'est notre question. Merci, M. Godefroy. Contrairement à ce que pourrait laisser croire la campagne électorale, le scrutin de dimanche prochain est bien local. Il s'agit pour 18 millions d'électeurs de choisir leurs conseillers généraux.
À ce point du débat, il est intéressant de faire leur connaissance. Un conseiller général est élu pour 6 ans. Ce soir, le portrait d'un conseiller général des Champs, Michel Vielle. Le Conseil général des Deux-Sèvres fut en 1970 la première fonction élective d'Albert Brochard, qui a été constamment réélu depuis, la dernière fois dès le premier tour avec 75% des voix. Devenu également député en 1973, membre du CDS, il est resté l'enfant de ce canton de Bressuire, un canton essentiellement rural, 11 communes de moins de 1000 habitants, qui tire sa richesse de l'élevage et d'un tissu industriel jusqu'alors dynamique de petites et moyennes entreprises. Un canton dans lequel il a vu le jour, grandi et créé sa propre entreprise de transport et dont il se flatte d'être parfois une sorte d'assistante sociale. Je ne suis pas un notable, je ne suis pas un bourgeois, tous ceux qui me connaissent le savent bien, je suis toujours très près des gens, c'est un homme de contact, très attentif, n'est-ce pas, en permanence. D'ailleurs, ça, quand on est très populaire comme je le suis, ça amène beaucoup de contraintes, parce qu'on n'hésite pas à me téléphoner le matin très tôt, même avant que je ne sois levé, ou le soir très tard, ou pendant le repas. Et quand je suis là, eh bien je réponds, parce que je crois qu'il faut être très disponible. Je crois qu'il n'y a pas de déshonneur, n'est-ce pas, à passer pour l'assistante sociale dans une circonscription. Ce qui est important, c'est d'être disponible. 2 mandats ne lui paraissent pas excessifs pour mener à bien sa mission au service des particuliers souvent, mais surtout à celui des collectivités au sein du département. Le Conseil général en est en effet le tuteur administratif et même financier depuis la loi de décentralisation de 82. Mais pour le représentant du canton de Bressuire, les charges consécutives à cette loi n'ont pas été compensées par les transferts financiers correspondants. Les lois de décentralisation, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs. Personnellement, je pense que ça aurait pu et ça aurait dû être positif. Positif dans ce sens que ça donnait et ça donne davantage de pouvoir, davantage de responsabilité aux élus du département. Mais quand on dit loi de décentralisation, ça veut dire transfert de pouvoir, transfert de compétences. Et malheureusement, ce transfert de pouvoir et de compétences n'a pas été accompagné du transfert de moyens financiers suffisants. Après l'aide sociale qui représente plus de la moitié du budget, l'entretien du réseau routier, les services incendies et les transports scolaires, les éventuels effets positifs de la loi de 82 pour Albert Brochard ne jouent que sur une infime partie du budget global, d'où le scepticisme de l'élu d'opposition pour lequel la politique fait aussi partie intégrante de son mandat. Après une semaine de sérieuses secousses, le dollar est reparti du bon pied, si l'on peut dire aujourd'hui. Il est de nouveau en légère hausse sur tous les marchés. Henri Loret. Et oui, le dollar, ce n'est pas une surprise, attaque fermement la semaine. Et aux États-Unis, on craint un resserrement de la politique du crédit. Les taux sont tendus, le dollar monte lentement mais sûrement. À Paris, le dollar a coté 10 francs 31. Quelque peu allégé après les prises de bénéfices de la semaine passée. Nous allons le voir, la bourse de Paris, elle, repart du bon pied. Et les valeurs françaises sont en train de remonter, elles aussi, elles ont gagné 0,9%. Et il paraît que les perspectives restent excellentes. Quant à Wall Street, eh bien, la bourse américaine se calme et prend ses bénéfices elle aussi. Après avoir failli atteindre le plafond des 1300 à l'indice Dow Jones vendredi, New York reste ferme néanmoins. Dites les retardataires, si vous ne voulez pas que M. Godefroy vous mette dans son rapport, vous savez qu'il ne vous reste pas tout à fait 1h30 pour aller poster votre déclaration d'impôt au percepteur, sinon c'est 10%. Le temps demain, de la pluie le matin à l'est de l'Alsace à la Côte d'Azur, neige au-dessus de 6 à 800 mètres. Sur le reste du pays, d'abord un temps dit instable, traduisez averses et rafales de vent. Ensuite, des éclaircies, sauf sur le massif central et le nord-est où le ciel restera très nuageux toute la journée. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h50, c'est la dernière séance. Dans quelques instants, Thalassa vous emmène à la pêche au thon dans le Pacifique Sud avec des thoniers bretons. Avant cela, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. 124 morts, près de 2000 blessés, le centre du Chili dévasté par un tremblement de terre. 359 jours de grève pour rien. Les mineurs britanniques reprennent le travail demain sans avoir rien obtenu. Un long procès en perspective, celui des 4 frères Villot jugés pour le dépôt de bilan frauduleux de Boussac.